Beaucoup de choses ont été dites dans la matinée, et même tout à l'heure, qui vont me permettre de vous y renvoyer, parce que en termes de citation et puis aussi de certains développements, donc ça va me permettre peut-être de tenir mes 35 minutes. Et, dans la préface de l'édition de l'enracinement, qui est l'ouvrage sur lequel je vais essentiellement me fonder tout à l'heure, Camus écrivait « Il me paraît impossible d'imaginer pour l'Europe une reconnaissance qui ne tienne pas compte des exigences que Simone Veil a définies. » Ça reste, je pense, tout à fait d'actualité. Et c'est en effet dans ce livre qu'elle définit de façon la plus systématique, sinon claire, puisque c'est toujours clair, mais systématique, en particulier dans la première partie du livre. Et bon, ça, je pourrais sauter parce que ça a été dit par Cécile Renoir ce matin. Et le caractère inconditionnel de l'obligation qui ouvre la fameuse introduction a été longuement commenté. Donc je passe immédiatement aux devoirs qui la suivent. Excusez-moi, aux besoins. L'obligation, elle est sacrée, elle est inconditionnelle, c'est le respect dû à l'humain, et l'obligation est sacrée et inconditionnelle parce que l'humain est la chose sacrée dans ce monde. Les devoirs, les besoins, par contre, auxquels nous invite et nous oblige cette obligation, ils sont nombreux. Elle en énumère 13, ces besoins tous vitaux, et elle les liste sur le modèle ou le parangon, celui qui lui sert à définir qu'est-ce que c'est qu'un besoin, le seul réellement consensuel et à son avis incontestable et qui va lui servir de modèle analogique, un besoin physique qui est celui de manger, parce que personne ne va contester que le besoin basique de l'être humain est de manger, donc tous les besoins de l'âme qu'elle définit le sont par analogie à ce besoin basique. Et je vous les énumère. Il y a l'ordre qui est le premier dans l'ordre, excusez-moi, comme tissu de relations sociales tel que nul ne serait contraint de violer une obligation rigoureuse pour satisfaire à une autre obligation. C'est comme ça qu'elle définit l'ordre. Ensuite, il y a la liberté, l'obéissance, la responsabilité, l'égalité, l'honneur, le châtiment, plus étonnant, la liberté d'opinion, la sécurité, le risque, la propriété privée, la propriété collective, la vérité. Ça, c'est le 13e et dernier, et c'est celui qui est donné par elle comme le plus sacré, et qui a, à part le premier, le plus grand nombre de pages dans sa liste. Et ensuite, on aborde le chapitre qui s'appelle... on aborde d'abord la définition de l'enracinement avant d'aborder le grand chapitre déracinement, et puis la dernière partie du livre est sur l'enracinement. Alors, l'enracinement, ben, c'est aussi un besoin vital, mais il est classé à part parce que elle dit c'est le plus important, alors que le devoir de vérité, le besoin de vérité est le plus sacré. L'enracinement est le besoin le plus important, mais le plus difficile à définir, dit-elle. Et il se présente comme une sorte de liant qui donnerait les conditions qui permettrait, si vous voulez, l'exercice des 13 autres besoins. L'enracinement, tel qu'elle le dit, qui a aussi été présenté ce matin, je vais répéter, mais juste pour souligner les mots de Simone Veil qui vont m'intéresser par la suite, c'est le lien à la vie propre de sa communauté, à son passé, à sa patrie, à l'entourage dont on fait naturellement partie. Je sais que ces mots ont aussi été soulignés, mais je vais m'en servir. C'est la participation réelle et active et naturelle. Dans cette définition, il y a 3 fois le mot naturel, à l'existence d'une collectivité qui conserve vivant, autre mot important à mes yeux, certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. Participation naturelle, conclut-elle, c'est-à-dire amener automatiquement, ça s'est été contesté et discuté, le caractère automatique de ce que le lieu ou la naissance peuvent amener cette participation naturelle. Et voilà, c'est ça les milieux vitaux, le milieu vital, qui sont notre entourage, et c'est ça la condition nécessaire, dit Simone Veil, de la quasi-totalité de la vie morale, intellectuelle
et spirituelle de l'homme. Sur les échanges, là je ne répète pas parce qu'il y a eu la diapositive que je comptais citer dans l'introduction d'Alain Suppiot ce matin sur le fait qu'il ne faut pas interpréter Racine comme exclusion des échanges, mais qu'au contraire, ils sont non seulement pas exclus, mais bénéfiques à l'enraciner. Alors voilà ensuite comment, si je vais voir comment elle analyse le déracinement opéré par la colonisation, éventuellement en m'appuyant aussi sur ce qui a été dit pour abréger. Ensuite, je vais voir comment l'analyse de l'autre côté, si je peux dire, un colonisé indien, et avant de voir certains des facteurs importants de ce déracinement, puisque certes il y a la colonisation, mais il y a aussi, dans les pays non colonisés, 2 facteurs que Simone Veil estime les plus importants, qui sont l'argent et l'instruction. Je ne sais pas si j'aurai le temps de voir les deux, en tentant de vous présenter les voix de ces colonisés indiens sur ces mêmes points. Alors, des 3 voix que je citerai, là encore, peut-être que Gandhi, surtout si bien présenté tout à l'heure, passera à l'as. Il y avait Gandhi, qui semble que Simone Veil cite, mais semble connaître assez peu. Il y a le romancier Nirmal Verma, qui mort il y a peu d'années, pour qui Simone Veil est la grande référence philosophique. Et parmi les auteurs occidentaux qu'il cite, qui sont une bonne quinzaine, ceux qu'il cite récurremment figurent très peu de philosophes, mais elle, toujours et souvent en première position. Et puis ensuite, il y a Anupam Mishra, qui est un Gandhien, également contemporain, qui est décédé cette année, et qui est l'an dernier, qui est spécialiste des techniques traditionnelles de l'eau. Et je conclurai sur un facteur d'enracinement, après avoir fait que parler du déracinement, à propos de ce que Veil appelle les métaxus, ou bien terrestres, et du détachement. Là aussi, il en a été assez brièvement question. Alors, dans les domaines du déracinement, la colonisation n'a pas d'entrée spéciale chez Simone Veil, mais par contre, elle figure en très bonne place dans la brève introduction au chapitre, avec la critique de la conquête militaire, dont elle est l'équivalent en termes de facteurs de déracinement et donc de nuisance, particulièrement quand le conquérant reste étranger au territoire dont il est devenu possesseur. Et là, dit-elle, le déracinement est une maladie presque mortelle pour les populations soumises. Ces exemples historiques récurrents sont les conquêtes de Rome, de la Rome ancienne, qui est pour Simone Veil le parangon de l'État despotique, mais aussi celle de la conquête de la France au XIIIe siècle, la conquête que la France a exercée sur les pays du Sud, les pays d'Oc, au sud de la Loire, en détruisant leur culture qui était d'un haut niveau de tolérance, de liberté, de vie intellectuelle aussi, dit Simone Veil, et la colonisation française nord a représenté pour Simone Veil un niveau de barbarie qui n'a d'égal que celui qu'ont exhibé les Allemands depuis 1940 en France. Donc ça, c'est quand même le destin, le contre-portrait, la contre-légende du destin national, le décentrement du grand récit national. Il est déjà présent dans l'histoire que Simone Veil elle-même trace de la France bien avant le XXe siècle. Et bien entendu, la colonisation, dans cette optique, illustre le cas le plus marquant de ce déracinement, à commencer par la Corse. Alors, elle cite les exemples de la Corse doublement, parce que la Corse a été conquise par la France, malgré les efforts du héros de l'indépendance, qu'est Paoli, et elle a été soumise par les Français. Mais, là je la cite, après avoir conquis, colonisé, corrompu et pourri les gens de cette île, nous les avons subis comme préfet, sous forme de préfet de police, policiers, adjudants, pions et autres fonctions de cette espèce, à la faveur de laquelle ils traitaient à leur tour les Français comme une population plus ou moins conquise, avant d'aller exporter dans les colonies cette tradition de brutalité et de cruauté. Alors, petite parenthèse, le vocabulaire de la maladie et de la contagion
qui est très important chez Simone Veil dès l'instant qu'elle parle de déracinement, c'est justement celui de Gandhi dans le livre qui vous a été présenté tout à l'heure, mais quand il parle de la propagation, la maladie d'abord, et la propagation de cette maladie qui est pour lui la folie du progrès technologique et de cette civilisation que lui-même appelle une civilisation qui décivilise, celle que les Blancs ont apportée dans leur colonie. Je reviens à Simone Veil. Contagion aussi dans un autre sens, sur lequel elle-même ne s'étend pas, mais qu'elle illustre très bien, c'est la dépravation morale qui inévitablement gangrène le colonisateur dans la relation coloniale et qui l'abîme autant que le colonisé. Ça, cette blessure a été théorisée il y a longtemps, par exemple par Fanon et Memmi, surtout dans le portrait du colonisateur, et plus récemment par Ashish Nandy dans le cas indien, un théoricien de la colonisation psychique. Ashish Nandy. Et c'est en particulier dans ces articles sur la question coloniale que s'énonce en parallèle avec le scandale de l'injustice, de la souffrance infligée, l'effet pervers de la conquête coloniale sur la moralité des métropolitains les plus susceptibles de s'insurger, c'est-à-dire ceux de la gauche sociale du Front populaire. Et c'est le texte qu'a cité Souleymane Diane tout à l'heure, que je vais prolonger, vous donnez raison, bon, partons du début, qui a dit comment ça se fait que Blum fasse un discours à l'exposition pour aller parler aux gars du bâtiment quand il y a des problèmes chez les métallos de Billancourt et les millions de prolétaires des colonies, comment ça se fait qu'on n'en parle jamais? D'abord, ils sont loin. J'enchaîne donc sur la citation que vous avez entendue tout à l'heure, dite par Souleymane. D'abord, ils sont loin. Chacun sait que la souffrance diminue en raison de l'éloignement. Un homme qui peine sous les coups, épuisé par la faim, tremblant devant ses chefs, là-bas en Indochine, ça représente une souffrance et une injustice bien moindre qu'un métallo de la région parisienne qui n'obtient pas ses 15% d'augmentation. Il doit y avoir là une loi de physique qui se rapporte à l'inverse du carré de la distance. La distance a le même effet sur l'indignation et la sympathie que sur la pesanteur. D'ailleurs, ces gens-là, jaunes, noirs, bicots, sont habitués à souffrir, c'est bien connu. Depuis le temps qu'ils crèvent de faim et qu'ils sont soumis à un arbitraire total, ça ne leur fait plus rien. La meilleure preuve, c'est qu'ils ne se plaignent pas, ils ne disent rien, ils se taisent. Au fond, ils ont un caractère servile, on a tous entendu ces arguments. Ils sont faits pour la servitude, sans quoi ils résisteraient. L'important, c'est ils sont loin, la souffrance n'est pas du tout niée, mais dans la mesure où elle ne se voit pas et où elle ne s'entend pas, oubliez ceux qui meurent, dit-elle, sans bruit, sans fracas, à quelques milliers de kilomètres de chez nous. Voilà l'introduction à la colonisation de chez Simone Veil. Comment elle est vécue du point de vue du colonisé? C'est-à-dire, chez Simone Veil, je vous rappelais, c'est d'abord et avant tout l'effet du déracinement lié à la colonisation, c'est d'abord et avant tout la destruction de ce fameux lien vital où figurent le passé, la patrie, les traditions et les coutumes locales, l'environnement professionnel éventuellement, mais d'abord et avant tout le passé et la patrie. Alors, Nirmal Verma, d'abord, un romancier et essayiste indien, qui l'a connu, oui, puisqu'il est né en 1929, il a donc passé toute sa jeunesse, ses années de formation, dans les Indes britanniques. Et ce qui lui apparaît comme le mal, le pire, peut-être irréparable, c'est justement ce déracinement, bien plus, dit-il, que l'esclavage politique ou économique. Et c'est la perte de cet habitat naturel que Simone Veil appelle l'entourage vital, le milieu vital. Et la perte de tissu, dans le cas de la vision de la colonisation indienne par Nirmal Verma, ça n'est pas sa destruction qui l'a amené, mais c'est le changement de regard opéré. Alors là, je lui donne la parole. La conséquence la plus dramatique de la colonisation ne fut pas tant dans notre esclavage économique et politique que dans l'historisation de notre conscience qui, pour la première fois, se trouvait confrontée au tribunal du passé, du présent et de l'avenir. Dès l'instant où l'Occident a entrepris pour moi la recherche du passé, je me suis pris à douter de mon présent, parce que la conscience spontanée que j'en avais antérieurement à l'interférence de l'Occident ne comportait pas pareille division. Dissocié de mon propre passé,
je me suis petit à petit aliéné de ce socle global, je commenterai l'expression, dans lequel je vis, je meurs, je respire, je donne sens à ma vie. J'en suis venue à me sentir moi-même comme étranger dans ma propre culture, un peu comme si la pioche de l'histoire m'avait déraciné de ma terre en me disant « voilà ce qui était ton passé, voilà ce qui est ton présent, voilà la tradition de ton passé, et te voilà, toi, qui emporte le fardeau dans ton présent. » Fin de citation. Qu'entend Nirmal Verma par historisation de la conscience quand il parle de la violence exercée par la colonisation contre l'assise de la vie indienne, ce socle sur lequel il prend assiette pour respirer et donner sens à sa vie. Cette violence n'a pas consisté, il le dit très bien, surtout très explicitement ailleurs, c'est pas la destruction de son passé, puisque c'est les Anglais qui ont précisément commencé et largement diffusé l'exégèse des grands textes de la culture sanscrite, qui les ont mis à la disposition du monde occidental, mais aussi du monde indien. Mais le résultat de cette valorisation du patrimoine, par la pioche, dit Nirmal, par la pioche académique, ça a été la mise à distance du passé de l'Indien. Et du coup, ce passé, qui n'était pas ressenti comme tel, mais comme partie du présent, et qui, à ce titre, était pour lui trésor vivant, il s'est constitué en chose à regarder de l'extérieur, et il est devenu le fameux fardeau qu'il citait, le poids mort. L'historisation de la conscience, c'est ces mots, hein, je ne les reprends pas pour ma part, c'est ce changement de regard en lequel l'intériorité vive se transforme en extériorité morte. Et le mot qui représente dans le texte cette assiette, que j'ai traduit par socle vital, c'est tapis. Ça veut dire l'assise, mais dans un sens qui est à la fois concret et moral, un mot lourd de connotation. Tapis, c'est le trésor qu'on garde sous la main pour épuiser quand on en a besoin, ou bien qu'on confie en dépôt à un ami, à un proche. Et c'est aussi la confiance qui va avec cette relation de dépôt. C'est la garantie, c'est la certitude. Et c'est ça qui est donné comme ce qui permet de respirer et de donner sens à sa vie dans le petit extrait que je viens de vous lire. Bref, c'est l'habitat de l'enraciné, c'est son écoumène. Et du coup, quand on le contraint, le colonisé, l'ex-enraciné, à regarder de l'extérieur ce trésor qu'il a intégré, qu'il avait jusqu'à présent intégré, le sentiment de déracinement. C'est pas qu'on lui a volé son passé, c'est pas qu'on lui a détruit son passé. C'est qu'on le lui a extériorisé. Sentiment d'exil chez soi, pour reprendre un titre, Exile at Home, de Ashish Nandi, ce théoricien de la psychologie de la colonisation dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est également, petite page de réclame perso, un titre de la collection chez Fayard, Les 40 piliers, même s'il dit ça. Bon, cette historisation de la conscience, comme coupure radicale entre présent et passé, a pour corollaire l'ébranlement durable du sentiment d'appartenance naturelle. Naturel en hindi, c'est sahaj, ça veut dire qu'il pousse tout seul, à un monde physique et relationnel qui est perçu par l'auteur comme un univers d'interrelation générale entre le sujet humain, les bêtes, les hommes, les arbres, le ciel, la terre, les dieux et l'histoire, dans un temps, dit-il, tout englobant. Ce sentiment d'appartenance, décrit par Nirmal Verma comme flou, malaisé à articuler, mais soutenu par les images du quotidien de tout Indien, il n'a rien à voir, dit-il, avec les projections de l'identité nationale ou du patriotisme qui ne peuvent en rien lui servir de substitut et donc lui permettre de s'enraciner dans ce nouveau continent, décolonisé sur le plan administratif et politique, mais pour l'Indien qu'il est, en tout cas, en rien décolonisé, parce que cette racine, qu'il décrit comme sentiment de non-séparation et d'interrelation avec tout cet environnement dont le passé, est transformée en une relation d'extériorité. Donc dès lors que la conscience réflexive pose le sujet en observateur externe de son propre passé ou de sa propre culture, il ne fait plus partie intégrante du monde qu'il voit, et donc monde qui perd de ce fait sa fonction nourricière d'écoumène. C'est comme ça que Nirmal Verma voit les choses.
La théorie du sujet qu'il reprend ici implicitement, ailleurs plus explicitement, qui a été déployée sur des siècles de spéculation savante, mais relayée aussi par les croyances populaires, et que le moi individuel, le jeu, n'est qu'une forme restreinte d'un moi plus vaste, qu'il désigne comme soi, l'Atman, du même mot que le principe absolu ou principe cosmique dont il procède. L'absence de solution de continuité entre les deux plans caractérise l'enracinement indien, ce que Nirmal Verma appelle un sentiment de relation. Le mot indien, pour le dire, Sanlagna, est un mot qui veut dire qui se touche avec tout. Et c'est cette conscience englobante qui me liait à mon environnement, à mon temps et à ma culture que la colonisation m'a cassé. Voilà pour Nirmal Verma. Qu'est-ce que j'entends exactement dans les bases tout à fait fini par sens de la relation, je le recite, dont la perte m'a amputé de ma culture, réduit à l'état d'orphelin de ma propre culture, cela fait 200 ans. Laissez-moi dire d'emblée que la notion de culture, au sens où l'Europe occidentale l'a développée depuis 500 ans, est absente de notre contexte culturel. Nous ne formalisons pas la notion de culture par une conscience réflexive d'un système de rites, de croyances ou de symboles. La culture n'a jamais été pour nous un musée, pas plus que nous ne l'utilisons comme une fenêtre à travers laquelle établir notre relation au monde extérieur. Dans la vision du monde indienne, on ne voit pas par la fenêtre, c'est la fenêtre qui est le monde. Un peu comme si la vérité divine nous transcendait sans nous être extérieure, comme si elle nous était immanente, tissée dans notre corps et nos âmes. Corps et âme, c'est leur dimension sacrée à tous deux qui assure la présence du principe suprême en nous dans une façon de transcendance immanente. Bon, après, petit blabla sur l'inanité de la distinction entre corps et âme dans la tradition indienne. Je pense que je reviendrai brièvement là-dessus en conclusion. De quoi expliquer que malgré la rupture coloniale et l'ère d'ambivalence qu'elle a ouverte, Nirmal Verma puisse regarder l'Inde encore comme le dernier grand transmetteur d'une conscience particulière du temps et du sujet qui régit encore dans une grande mesure la vie de centaines de millions de personnes et qui fait que malgré tout, l'enracinement peut s'y refaire. Les rituels de progrès, dit-il, aussi bien que le langage de la crise qui sont les siens, dans la modernité qui m'écartèle, me demeurent largement étrangers. Mais, cependant, bizarrement, je me sens impliquée, profondément liée au destin de ce drame moderne, pressentant qu'en cette dernière décennie du XXe siècle, le sort de ma culture est indissolublement lié au sort que se donnera la civilisation occidentale à l'avenir. Ça, c'est un essai qui a été écrit en 1995. Mais ce n'est pas tout. Et ça aussi, j'y reviendrai en conclusion, si j'ai le temps. J'ai aussi le sentiment que la nature et les orientations de la civilisation occidentale pourraient bien être profondément affectées par la culture à laquelle j'appartiens. Comment justifier mon engagement historique? En fait, il dit ma responsabilité d'Aït envers une civilisation qui a introduit 200 ans durant des distorsions aussi perverses dans ma culture occidentale, ma propre culture. Là, il parle de la culture occidentale. Comment ça se fait que j'ai ce sentiment de responsabilité vers la culture occidentale qui a distordu la mienne 200 ans durant? C'est un dilemme que je ne pourrais résoudre qu'en osant redéfinir mon attachement à ma culture dans le contexte de la crise qui menace la civilisation occidentale aujourd'hui. Alors, je passe aux deux causes de l'enracinement. Et j'ai pas eu de petit papier, ça veut dire qu'il me reste plus de 10 minutes 10. D'accord. Les deux causes principales du déracinement, vues du côté indien, du point de vue donc du colonisé. Mais d'abord, pour commencer, qu'est-ce qu'en dit Simone Weil? La première, l'argent. Et je vois guère que Peggy, dans les contemporains de Simone Weil, mais aussi jusqu'à nous, dans l'argent, qui a eu des mots aussi durs et aussi justes que Simone Weil pour dénoncer la violence perpétrée par l'argent contre l'humain. Pour elle, c'est la première cause du déracinement interne. L'argent détruit partout les racines, partout où il pénètre, en remplissant tous les mobiles par celui de gagner. Et il l'emporte sans peine sur tous les autres mobiles parce qu'il demande un effort d'attention tellement moins grand. Rien n'est si clair et si simple qu'un chiffre. Il a en particulier, pour elle, détruit pratiquement tout
le mouvement syndicaliste ouvrier, dont les revendications accordent de plus en plus de place à ce qu'elle appelle la question des gros sous, elle y revient très 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 souvent, et de moins en moins de place à celle de la dignité du travail. Et plus généralement, le travail comme valeur, en étant marchandisé, devient évidemment un lieu du déracinement essentiel. Le travail, dit-elle, est devenu un moyen ayant pour fin l'argent, engendrant un déracinement presque total. Quant à l'interdiction faite par la Société des Nations de transformer le travail en marchandise, c'est, dit Simone Veil, une plaisanterie du dernier mauvais goût. Le tout dernier mauvais goût, je pense qu'elle l'aurait vu aujourd'hui avec les guides, par exemple, du mieux-être au travail qui pullulent tous les jours depuis qu'on est si mal justement au travail. Passons au point de vue indien. Si Nirmal Verma, lui, ne parle pas directement du rôle de l'argent, ni de questions économiques ou sociales, d'ailleurs, c'est plutôt la philosophie et l'art qui l'intéresse, essentiellement un romancier. Il en voit bien la nuisance, car c'est le thème central qu'il déchiffre chez l'écrivain Premchand, premier écrivain réaliste moderne, mort en 1948. On en fait le père de la littérature hindi. Et nouvelle petite page publicitaire, il y a des œuvres de lui chez l'Harmattan, dont un roman, son plus célèbre, Le Don de la Vache, et puis aussi une sélection de nouvelles. Alors, Nirmal donc voit chez Premchand le problème essentiel comme étant celui de l'argent, le rôle de destruction essentielle, et ça c'est très original. Personne l'a dit avant lui et personne l'a dit depuis, et cet essai, on n'en parle pas parce qu'il va complètement à contre-courant de la manière dont est vu Premchand dans l'histoire littéraire jusqu'à présent, et il y joue une place très très importante puisqu'il est le père fondateur de la prose moderne, dit-on, en tout cas de la fiction moderne. Et d'habitude, on loue Premchand comme progressiste pour avoir dénoncé l'oppression des féodalités locales, bien sûr patriarcales, dans le monde rural. Alors que pour Nirmal Verma, Premchand n'avait qu'un ennemi, l'argent. Et il lui a consacré plusieurs articles, faisant un sort particulier à ses dernières œuvres, où il voit se nouer colonisation et poison de l'argent pour détériorer ensemble le tissu social et religieux traditionnel, ce qu'on appelle en Inde le dharma. Et là, je lui donne la parole parce qu'il dit les choses beaucoup mieux que je pourrais faire. Si Premchand a durement critiqué la civilisation de l'usure dans ses dernières œuvres, il ne l'a pas fait sur la base des valeurs traditionnelles de l'hindouisme, n'ayant jamais, à la différence de Gandhi, puisé l'inspiration à l'action dans la Gita, c'est-à-dire dans les textes sacrés, le plus célèbre en tout cas. Il passait par d'autres voies qui l'emmenaient du côté de l'enfer du besoin et de la souffrance. C'est à travers la misère et le désarroi d'un Indien pris dans le système colonial qu'il a pu percevoir l'inanité de la civilisation occidentale. Je ne crois pas qu'on puisse trouver chez un autre écrivain avant ou après lui une critique aussi froide, aussi implacable, aussi féroce de la pauvreté, particulièrement de la pauvreté indienne, critique radicalement différente du romantisme ostentatoire qu'on trouve chez les progressistes de la génération suivante. Un écrivain progressiste de la ville est en contact constant avec l'argent et ses avantages. Et la pauvreté ne peut susciter en lui que la pitié, autre face du romantisme révolutionnaire. Son attitude devant la pauvreté était radicalement... alors là, il reparle de Premchand. Son attitude, à lui, au contraire, devant la pauvreté, était radicalement libre de tout sentimentalisme révolutionnaire, de toute pitié, de toute haine. Il ne s'opposait pas tant à la pauvreté, susceptible parfois de conduire à l'abnégation, qu'à la dégradation invalidante du pouvoir de l'argent, qui empêche une personne d'accomplir ses fonctions avec dignité en tant que membre respecté de la communauté. Son indignation contre les ordres de propriétaires, d'usuriers, de gardiens de la loi, défendant la morale de caste, n'a rien à voir avec la fureur et la passion d'un révolté qui cherche à construire un avenir neuf. Au contraire, elle reflète le tourment moral, l'angoisse d'un traditionnaliste indigène désespéré devant la lente désintégration de son ancien univers familier. La paysannerie est montrée à la lumière crue des ambivalences de la condition moderne, viciant les relations de l'individu à la société, etc. etc.
les valeurs traditionnelles, fin de citation, les valeurs traditionnelles, c'est-à-dire ce qu'on appelle le dharma, qui peut être traduit plus ou moins par religion ou devoir religieux, mais qui est beaucoup plus vaste que ça comme concept, et les symboles mêmes du rite et du sacré sont donc vidés dans ces dernières œuvres de Premchand de sens par le poison de l'usure, c'est-à-dire de l'argent. Et ils deviennent des oripeaux dérisoires que finissent par profaner les héros de la dernière nouvelle, le suaire. Et là, on voit un père et un fils qui viennent, la femme vient de mourir, et père et fils se retrouvent affamés, misérables, obligés de mendier des jours durant pour collecter l'argent nécessaire à l'achat du linceul avant la crémation. Et on les voit à la fin de la nouvelle qui finissent par se saouler dans une orgie de désespoir et de rage avec l'argent qu'ils ont collecté pour acheter le linceul de la morte. Conclusion de Nirmal Verma, jusque-là, les personnages subissaient avec une patience inébranlable l'obligation de tout sacrifier à leur communauté. Mais la communauté elle-même n'a-t-elle pas quelque obligation en retour? Ne peut-elle fournir, sinon une vache pour le don sacré et la dernière volonté d'un mourant? Ça, c'est l'autre roman, Le don de la vache, que je mentionnais tout à l'heure. Elle le fera sans doute, sinon pour couvrir le cadavre, au moins pour cacher l'ignominie de sa fausse respectabilité, aussi morte que turpide. Bref, on voit là-dedans, enfin, ce que met en lumière Nirmal commentant Premchand, c'est que l'obligation élémentaire vis-à-vis de l'être humain est rendue spectaculairement impossible à tous, aux oppresseurs comme aux opprimés, parce que le déracinement, instrumentalisé ici par l'argent, a privé de sens les valeurs, ce fameux dharma, qui continue à arbitrer formellement la vie de la communauté, mais formellement seulement. De source de vie, le dharma, dont fait partie le travail, est devenu mortifère. Et sur ce plan, remplacer la colonisation et l'usure par la domination des intérêts agrochimiques internationaux, que Nirmal Verma également mentionne dans d'autres essais comme une menace planétaire, ça ne fait pas pour la petite paysannerie une différence de nature, mais de degré. Alors là, je vais sauter et conclure. Ouais. Une mondialisation juste passe bien sûr par la génération de l'enracinement, puisque qui est déraciné déracine, dit Simone Weil, et qui est enraciné ne déracine pas. Mais les racines, elles poussent dans ce qu'il y a de moins globalisable. Elles poussent dans les traditions spécifiques et le passé d'une culture donnée. C'est bien vitaux que Simone Weil appelle ailleurs les métaxus. Métaxus, c'est un mot grec qui veut dire entre, dans l'intervalle et entre deux. Et chez Platon, a le sens de l'entre-deux. Avant, en effet, que ne prenne corps le vocabulaire de l'enracinement, ces vrais biens terrestres qui nourrissent l'âme, elle les a nommés métaxus, des métaxus. Et Nirmal Verma fait référence à cette notion-là, signalant que les choses de sa tradition, à lui indien, qui le nourrissent, ont des équivalents dans d'autres traditions, mais pas dans les cultures hors sol, c'est moi qui le dis, engendrées par le dogme du progrès de façon scientiste. Et la manière dont il voit le salut de l'Inde contemporaine, indissociablement liée, toujours depuis, malgré l'indépendance, au salut de la culture occidentale, ou en tout cas aux orientations que prendra la culture occidentale, a quelque chose à voir avec ça. Il n'y a pas de globalisation possible des métaxus, mais il y a des équivalents possibles d'une culture à une autre. Et voilà les conditions de respect que Simone Weil pose des métaxus des miens devant ceux d'autrui. Dans La pesanteur et la grâce, elle dit ça. Ne privez aucun être humain de ses métaxus, c'est-à-dire de ses biens relatifs et mélangés, foyer, patrie, tradition, culture, etc., qui réchauffent et nourrissent l'âme et sans lesquels, en dehors de la sainteté, une vie humaine n'est pas possible. Les vrais biens terrestres sont des métaxus. On ne peut respecter ceux d'autrui que dans la mesure où on regarde ce qu'on possède seulement comme des métaxus, des choses intermédiaires, ce qui implique déjà qu'on est en route vers le point où on peut s'en passer,
Pour respecter, par exemple, les patries étrangères, il faut faire de sa propre patrie, non pas une idole, mais un échelon vers Dieu. Bon. Et ce passage, qui n'est déjà pas si simple, est précédé d'aphorismes un peu mystérieux, dont voilà le premier, métaxu, se présente comme une définition. Ce monde est la porte fermée, c'est une barrière. En même temps, c'est le passage. Rien de plus opposé à l'idée développée par Nirmal dans le texte que je citais au début, que le monde, loin d'être une barrière, c'est la fenêtre de révélation de la vérité, et le passage là sur la transcendance immanente. Mais pour Simone Weil, la porte fermée, et c'est en même temps le passage. Et elle poursuit avec cette explication du passage porte fermée, deux prisonniers dans des cachots voisins qui communiquent par des coups frappés contre le mur. Le mur est ce qui les sépare, mais aussi ce qui leur permet de communiquer. Ainsi, nous et Dieu. Toute séparation est un lien. Fin du passage sur Métaxu. Donc, déjà, on peut voir les racines qui pourraient nous enfermer en nous repliant dans une niche isolée. Elles nous font communiquer, ça c'est rassurant, si on les regarde comme des échelons vers Dieu, c'est-à-dire si vis-à-vis de ses propres métaxus, on est dans cette démarche, elle dit, on doit être en voie de pouvoir s'en passer, donc dans cette démarche de détachement, comme un échelon vers Dieu. Et donc, ça c'est le deuxième aphorisme que je vous citais, si on est sur la voie de la sainteté, du détachement de ses biens. Mais alors, la possibilité, quand on est simplement au niveau de la vie humaine, la possibilité pour un individu ou une communauté de respecter véritablement les métaxus des autres devient très problématique, puisqu'elle exige au moins d'être sur la voie de la sainteté, sinon d'être dans la sainteté. Pour les Indiens, et je vais finir là-dessus, l'écoumène, il comporte aussi un détachement, mais un détachement très différent, parce qu'il est lié à une culture différente du moi et du soi. Un détaché indien, il peut dire, comme Simone Weil, le détachement et le lien, mais pas la séparation. Car le détachement à l'indienne, ça consiste simplement à purger la partie élargie du jeu, le soi, de sa partie limitée, le moi égotiste. Et on passe de l'un à l'autre sans solution de continuité. Dieu n'est pas caché, il n'est même pas séparé, et il n'est pas éloigné. Il est dans l'élargissement du moi au soi. Et les mots pour dire bon, pas besoin des mots, ça serait trop long, excusez-moi, parce que c'est des mots dans une autre langue. Donc je finis sur cette question, en fait. Le détachement, il est dit naturel, qui pousse tout seul aussi, pousse dans l'écoumène, avec les autres liens naturels. Est-ce que ça rend plus facile le respect de l'écoumène des autres ? Ça, c'est pas sûr du tout. Quelqu'un comme Népal, par exemple, il voit plutôt cette aptitude très réelle à passer d'un plan à l'autre comme de l'indifférence et donc pas d'une façon positive. Merci beaucoup, Annie, et je suis navré d'avoir toujours à réduire le temps de présentation, mais c'est pour avoir un petit peu de temps ouvert à la discussion, et ton exposé ouvre à beaucoup de questions. J'en aurai deux pour ouvrir la discussion, parce qu'on va pouvoir avoir une discussion générale avant de se quitter. Bon, tu as évoqué Gandhi rapidement en indiquant que Simone Weil le citait mais ne le connaissait pas très bien. Et puis, tu nous as dit également que tu avais dû sauter un passage sur Gandhi dans ta présentation. Donc peut-être tu pourrais nous en dire un petit peu plus à propos de Gandhi, si tu veux bien. Je n'ai pas très envie, je vais vous dire pourquoi, parce que je me suis rendu compte un petit peu tard ce matin que si j'impliquais Gandhi, je sortais complètement du sujet qui était d'essayer de voir ce que une mondialisation, en quoi une mondialisation
peut tenir échec à une globalisation aujourd'hui. Gandhi, il a écrit ce livre dont Alain parlait tout à l'heure, il y a plus d'un siècle. Bien entendu, ça ne périme pas des pensées fortes, hein, c'est sûr, mais j'avais donc cette raison de rester dans des contemporains qui ont au contraire été des postérieurs à Simone Veil et dont l'un l'a très explicitement salué, sinon utilisé. Bon, pour Gandhi, oui, parce que je suis sommée, si je comprends bien, d'en dire un petit mot. Là où il figurait, c'est dans la critique de l'enseignement. Et en fait, il figurait après une autre chose que j'ai sautée, qui était la propriété privée, parce que c'est quand même un truc étonnant de trouver ça en bonne position dans la liste des 13 besoins vitaux. Et où là, je parlais de ce spécialiste gandhien qui a tout un bagage de mots, de notions et d'explicitation de comment concevoir justement la propriété comme autre chose que privée et public. Et puis, il nous montre aussi toute une culture concrète, architecturale, hydraulique. Et pour conclure, alors je répète tout ça, et pour conclure que ces gens-là sont jamais allés à l'école et beaucoup ne peuvent pas signer de leur nom. Et c'est dans ce contexte-là que je présentais la diatribe de Gandhi contre l'éducation. Bon, j'en aurais l'instruction telle qu'elle est, d'autant plus que c'est dans une langue qui pour lui est celle du colonisateur. Bon, mais c'est pas le plus important du livre qui vous a été présenté, et je pense qu'Alain souhaitait plutôt qu'on insiste sur je te laisse peut-être le faire sur le progrès, par exemple. Non, mais ta réponse me permet de préciser ma question. Je me rappelle une conversation que j'ai eue avec un grand auteur que tu as traduit, peut-être Ananta Murthy. Non, parce qu'il écrivait en Canada. Non, je n'ai pas traduit parce qu'il écrit dans une langue que je ne connais pas. En Canada, lui, c'est ça. Oui. Me disant, nos paysans sont-ils lettrés, mais ils sont cultivés. Donc, ce qui signifiait que les enfants, un petit Indien connaissait le Mahabharata. On pouvait penser qu'il était équipé pour regarder Walt Disney à la télé, je veux dire, à certains égards. C'est-à-dire cet écart entre la culture qui peut passer par les 1000 canaux d'une société traditionnelle et puis l'instruction véhiculée sur le mode moderne est un problème qu'on peut rencontrer aussi, on n'en a pas parlé avec Souleymane Bachir, mais enfin qui est très nodal dans le cas africain où la culture est de transmission orale. Et donc la réduction dans les perspectives, alors là je prends des catégories tout à fait contemporaines dans les objectifs de développement durable, dont je dirais un mot qui est un effort pour avoir une globalisation à visage humain. On a mis en œuvre les indicateurs du développement, dont l'indicateur du développement humain, qu'elle a travaillé notamment à Amartya Sen. Et l'un des 3 composantes de calcul d'indicateurs de développement qui va déclencher les aides aux pays du Sud et la mesure de la réalisation des objectifs de développement durable, c'est la scolarisation. Donc au travers de cela, il y a une réduction de ce qu'est l'éducation à la scolarisation. Bon. On pourrait rapprocher de ça le fait, lorsque, en France même, on s'interroge sur les sauvageons, pour reprendre une expression qui avait choqué à l'époque. Donc le doigt est tendu vers l'école qui ne ferait pas son travail, mais on pourrait relier à cela la destruction de toute espèce de rythme familial dû à la flexibilisation des temps de travail qui font que les familles, simplement si vous êtes comme vendeur ou vendeuse le dimanche, vous n'êtes pas à vous occuper des enfants. Donc les liens entre ces différentes facettes de la transmission, de la constitution du milieu vital, j'avais en tête cette remarque d'Ananta Murthy, et ce que tu viens de dire allait un petit peu dans le même sens sur la transmission d'une culture. Et s'il y a réduction de la transmission à des phénomènes éducatifs, à ce moment-là, il peut y avoir mise en péril de cette transmission des cultures. Je ne sais pas ce qu'il en est dans l'Inde contemporaine, mais j'ai cru comprendre, par exemple, et je vais terminer ma trop longue question là-dessus, puisque
Alimento a énormément fait pour faire connaître en France, avec beaucoup de générosité, en traduisant des auteurs qui ont écrit dans des langues non anglaises, indiennes, en France. Il y a un alignement de plus en plus pour ne plus publier qu'en anglais. Enfin, je veux dire, il y a une crise de toute cette littérature très riche dont tu nous as donné un certain nombre de... Donc c'était un petit peu de ça que j'avais envie de t'entendre parler. Tu n'as pas envie... Je crois me souvenir que Simone Veil dit que les hommes ont besoin de silence chaleureux, on leur donne du tumulte glacé. Mais tes paroles relèveraient éventuellement du chaleureux. Je peux quand même me permettre de juste répondre à des dernières parties de la question. Sur l'école, c'est énormément plus violent, la critique, hein. Pas seulement chez Gandhi. Ce n'est pas qu'une question de quantité de temps soustrait aux autres modes de transmission. C'est qu'à l'école, on apprend le mépris des savoirs. C'est une des premières choses qu'on apprend. Par exemple, pour faire un puits, pour trouver l'eau, il faut calculer avec tel et tel système, et il faut savoir les mathématiques, et il faut avoir tel outillage. Enfin, c'est un des multiples détails. Et les techniciens qui procèdent pour accéder exactement au même résultat, meilleur, disait Anupam Mishra, plus précis en tout cas, le font avec d'autres instruments. Donc c'est ces savoirs-là qui sont méprisés par l'école. C'est pire que question de temps de les transmettre, de temps ou d'occasion, parce qu'il y a aussi ça, la mort de ces savoirs dans la transmission. Mais il y a voilà, total. Et Simone Veil, elle dit un petit peu, enfin pas la même chose, mais des choses analogues sur la culture. Elle parle des petits paysans à l'école d'une façon très marrante. Hein. Elle dit le petit paysan qui vient d'accéder à l'école après des générations de non-scolarisation, il est tout content parce qu'il se croit plus savant que Pythagore, parce que lui, il sait, on lui a appris que la Terre tournait autour du soleil, et elle remarque que le soleil, l'enfant ne fait pas de relation entre le soleil qu'il voit tous les jours et puis celui dont on lui parle, etc. Et oui, si ta critique se bornait à déplorer la disette de temps pour la transmission orale, la leur, la mienne aussi, est beaucoup plus grave. Gandhi, il dit, l'école ne vous apprend pas comment on est un homme. Or, une bonne éducation, c'est quand même faire de nous des hommes. Ça, il ne faut pas compter sur l'école pour l'apprendre. Oui, je pensais à Anupam Mishra que tu cites, parce que c'est un bon exemple par rapport au vocabulaire du développement et du développement durable, qui est maintenant la face humaine de la globalisation. Anupam Mishra qui est décédé l'année dernière, je crois, c'est ça, l'an dernier. Oui, 19 décembre. Et était très connu en Inde pour des travaux qu'il a fait justement sur les ressources en eau. Il y a un petit livre qui a été traduit par Alimento, je crois me souvenir. Parce qu'effectivement, l'application des techniques sous le régime Nehru, notamment au Rajasthan, pour extraire l'eau, avec des pompes, etc., avait fait ressurgir la salinité, détruit les cultures. Et Anupam Mishra, par un travail très fin avec les populations, à réhabiliter les méthodes traditionnelles d'accès à l'eau, qui en plus esthétiquement c'était beaucoup plus beau que les pompes. C'est les images que vous avez dans les agences touristiques, vous savez, quand il y a un grand lac bordé de temples au Rajasthan, Jaisalmer, c'est ça. Voilà, et donc c'est un exemple de la modernité de la tradition c'est-à-dire si la tradition est prise non pas comme un enfermement dans le passé, mais comme une ressource pour la modernité. Je me rappelle, pour finir les anecdotes avec Anupam Mishra, qu'il tenait beaucoup à aller visiter les marais salants de Guérande, parce qu'il avait appris que justement ce mode de production du sel qui avait été jugé totalement dépassé, puisque je crois me souvenir que c'était ce monsieur Guichard souhaitait faire une marina, qui était le maire de la Baule, à la place des marais salants. Donc on pensait que l'avenir c'était les mines de sel, la production industrielle, et actuellement le chiffre d'affaires c'est 40% du sel pour, je crois, moins de 10% de la production. Donc c'est un succès économique extraordinaire. Donc il était fasciné par ce genre de choses où la capacité de protéger
des savoirs, un ancrage dans une tradition peut se révéler extrêmement pertinent sur le long terme. D'où la conscience du danger lorsqu'il y a cette espèce d'écrasement général au nom du « nous savons bien comment faire ». Bon, excusez-moi nous sommes partis dans une conversation privée, ce qui n'est pas vraiment l'objet. Donc on a le temps de quelques questions. Donc madame, il y a un micro va arriver. Merci beaucoup pour toutes les richesses de votre exposé. À un moment, vous avez parlé de Peggy et vous étiez sur le chemin, il me semblait, de parler aussi de Bergson, qui était la référence de Peggy. Et il me semble que ça aurait été un très très bon complément à ce que vous avez décrit de l'extériorisation du passé quand on le coupe du présent. Parce que c'est le sujet de Bergson auquel Peggy tenait beaucoup, de considérer le temps autrement que comme une succession mécanique, mais de considérer que le passé, le présent et l'avenir s'interfèrent continuellement, de long en large, d'avant à après, d'après à avant. Et donc, en l'occurrence, cette extériorisation du passé vient d'une façon complètement intellectuelle et techniciste, disons, enfin mécanique, disons, de vivre le temps en disant ce moment-là, voilà, celui d'avant c'est fini, maintenant il y a celui-là. Alors que la réalité, c'est que le passé n'est jamais fini, qu'il contient des germes dont le présent a la charge de s'occuper pour pouvoir construire l'avenir. Et évidemment, Simone Veil est complètement en accord avec cela. J'étais pas sur le point d'en arriver à Bergson, mais je comprends qu'on ait pu le souhaiter. C'est pas un philosophe qui est tellement intéressé, l'auteur dont je vous parle. Et puis, d'autre part, ce que j'ai dit sur le passé était dans la perspective où lui-même parlait de l'interférence de la colonisation dans la représentation du temps d'un Indien. C'est un passé donc très très ancien. C'est pas, je sais, enfin vous me direz, mais je suis pas convaincue que la manière dont Bergson se représente le temps, comme c'est cette fluidité, ait quelque chose à voir avec ce que Nirmal Verma, enfin je suis trop radicale, hein, représente par sa conception tout englobante. Je suis la première à reconnaître que c'est des mots extrêmement flous. De la même manière, pour la théorie du sujet que à laquelle j'ai fait allusion d'une façon très très brève, je reconnais que les formulations de Nirmal Verma d'un côté et ma tentative pour vous les résumer sont pas forcément assez clairs pour qu'on voit des différences avec, par exemple, pour le sujet, la fusion dans le grand tour. Bon, c'est pas du tout ça pour lui. De même, pour le temps, la manière dont il dit que le présent est tout englobant, c'est pas seulement des interférences ou une ductilité généralisée avec c'est caractère vital et vivant du temps, il ne dirait pas la même chose, par exemple, du passé. Il ne le dit que pour le présent, et il emploie le terme d'éternel. Cette notion de présent éternel, c'est une notion qu'il emprunte à la philosophie classique et qui situe le temps du mythe, le temps, comme principe absolu hors l'histoire. Pour les Indiens d'aujourd'hui, c'est le même mot. Kala, je m'adresse à Charles Malamud pour lui poser la question. Est-ce que Kala a les deux sens de temps absolu qui est celui de le temps cosmique qui ne bouge pas, quoi. Et ensuite, il y a un temps de la création qui est cyclique. Hein.
Et les deux mots qu'emploie, le mot qu'emploie mon auteur en hindi, c'est le même, c'est kal. Et c'est pas tout à fait la même chose, cette vision, si vous voulez, que d'un côté, il y a un temps, je ne vois pas d'autre désignation que le temps mythique, éternel, intemporel, celui de la création en tant que principe cosmique. Et puis, d'un autre côté, le temps qui règle des enchaînements qui est vu comme une cyclicité avec des époques. C'est à ça qu'il fait allusion. Ça, c'est pas si bergsonien que ça, non? Est-ce que je vous ai répondu? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, il y a une question là-haut. Puis j'en aurai une et on va qu'est-ce que vous pouvez dire de l'importance du langage, de la langue, dans la transmission de la culture, dans l'extériorisation de la culture de notre, dans les exemples que vous citez, par exemple, est-ce que le fait que sans doute beaucoup de choses ont été transmises par la langue anglaise, par exemple, ou par des langues qui ne sont pas connues de tous les Indiens, parce qu'il y a de multiples langues. Les multiples langues, multiples langages, une façon de s'exprimer dans l'Inde, enfin dans les Indes. Est-ce que donc la langue, comme vecteur de transmission, a beaucoup d'importance? Autrement dit, est-ce qu'on peut accéder à une culture sans parler, à un aspect de la culture sans parler la langue spécifique? Ah non, je ne pense pas. Enfin, l'écoumène, là, le milieu vital qui est décrit, il est associé à une langue, hein, souvent à plusieurs, parce que la plupart des Indiens sont plurilingues. Je ne parle pas de bilinguisme acquis de façon scolaire, mais des sectorisations, si vous voulez, de l'usage des langues en fonction des besoins de la communication, et en particulier, beaucoup de lettrés, mais vous me direz, c'est une élite très très particulière, sont assez sanscritophones, hein, sans être peut-être bilingues. Donc déjà, il y a ce moyen de véhiculer le passé à grande échelle, là, celui de la culture dite classique, qui est la connaissance du sanskrit. Mais le moyen le plus répandu de véhiculer cette mythologie, ces sagesses qui vont autour, ces commentaires, ces discussions, parce que ça procède beaucoup par pelure d'oignon dans l'entassement des savoirs et des culturels. C'est les langues locales, parce que tous ces textes-là ont été, au fil des siècles, réécrits, bien sûr non sans réinterprétation, souvent, mais réécrits d'un bout à l'autre de l'Inde, dans non seulement toutes les grandes langues, au nombre de 22, mais plein de langues qui en sont les dialectes. Et toute personne vivant dans un milieu riche de cette tradition a connaissance de ce passé par tous ces biais. Justement, quid de la situation actuelle? Est-ce qu'il y a un rouleau compresseur un peu comparable à ce qui se passe en Europe ou... Oui. Il y a un rouleau, parce que quand tu évoquais le cas d'Anantamurti tout à l'heure avec ses petits-enfants, un écrivain donc, qui a peut-être des petits-enfants d'une vingtaine d'années, qui ne sont allés qu'à l'école d'expression anglaise, pour qu'ils aient gardé la possibilité de commercer avec ces cultures dans leur ampleur, hein, je pense qu'il faut qu'il y ait eu une volonté très, très, très énergique du milieu familial. Parce que, bien sûr, que la langue standard de la région, dans son cas, lui, c'était le Canada, Adélie, c'est le hindi, bien sûr que si on vit en Inde et pas dans la diaspora, on va la parler. De là à lire le journal, c'est déjà différent. Et puis, de là à lire la littérature, c'est encore plus différent. Et il y a toutes ces couches intermédiaires de ce que les ethnologues, enfin ce qu'ils désignent comme les traditions locales, qui sont non seulement dans des langues souvent assez différentes, des langues rurales, des versions rurales ou dialectales de la langue standard, mais qui sont jamais urbaines. Donc ça suppose aussi qu'on garde accès à ce type de milieu, soit par la famille, et c'est assez rare.
Et quand on va à l'école hindi, alors ça c'est assez récent, je n'ose pas assurer avec trop de certitude, hein, mais les contenus même de la langue véhiculés par l'école publique, hein, puisque toute école private, la public school en Angleterre, c'est en anglais. Donc les écoles officielles du gouvernement, si vous voulez, dans les langues locales, je crois que le hindi, c'est le pire des cas par rapport aux autres langues régionales qui ont gardé avec leur culture ancienne un lien plus fort. Mais c'est un hindi tellement corseté, langue de bois, déshabillé, enfin purgé d'une bonne partie de son vocabulaire, bien entendu arabe, sémitique et persan, mais aussi punjabi, et aussi tout simplement du courant, parce que c'est une langue corsetée qu'on apprend à l'école. Naturellement que ça contribue à accroître l'éloignement entre celui qui est allé à cette école et le trésor culturel. Et ce n'était pas le cas il y a 200 ans. À part ça, c'était le cas. On n'a que 50 ans de recul, quoi. Je veux dire, c'est difficile d'évaluer par rapport. On a 60 peut-être depuis l'indépendance. Bien, cette question des langues, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Enfin, je n'en suis pas sûr, mais elle est certainement tout à fait importante au regard des thématiques de l'enracinement et du déracinement. Je remercie vraiment les orateurs, y compris celui qui nous a quittés avant la fin, de leur contribution de cet après-midi. Et je vous remercie de votre écoute attentive. Donc nous nous retrouvons demain matin à 9h et nous allons parler, ça nous préparera à l'actualité juridique de cet été et aux ordonnances qui vont nous être administrées. Nous allons parler des conditions d'un travail non servile demain matin. Et puis demain après-midi, nous terminerons en focalisant vraiment sur la question du droit, autour de la question de la personne et du droit. Donc je vous souhaite une bonne soirée et donc rendez-vous demain à 9h.